Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV. Très ravi de retrouver encore une fois de plus pour ce Magic Talk Show qui reçoit pour vous Roger Moutou. Avec lui, nous parlerons de la situation des journalistes, du journalisme ici, mais également au Congo. Nous parlerons aussi de l'actualité obligée du pays, l'an 1 du président de la République, mais aussi nous allons jeter un coup d'œil du côté de l'Est de la RDC. Roger Moutou, bienvenue. Merci beaucoup, Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est un honneur, c'est un privilège d'être avec vous, en tout cas aujourd'hui. Comme vous le savez toujours, permettez-moi d'abord, avant de vous laisser continuer, je suis quand même journaliste, je dois parler un peu. C'est un honneur, un privilège vraiment d'être interviewé pour la première fois par Magic Warrior, Judith, mon ami et collègue que j'ai toujours suivi et admiré. Sérieusement, c'est peut-être une occasion pour moi de vous le dire en face de votre émission, de votre caméra, que je vous ai toujours suivi et j'ai toujours apprécié vos prestations, vos émissions. Merci. Et pour moi, c'est un honneur d'être ici. Merci beaucoup, Ouais. merci beaucoup. Roger Moutou, je disais que vous êtes journaliste international, je vais dire. Ouais. Si vous dites Vous ainsi. travaillez à la Voix de l'Amérique, Oui. La Voice of America, VOA. Ouais. Vous êtes également enseignant, vous avez enseigné pendant 20 ans. Oui, exactement, pendant 20 ans. Vous avez enseigné à l'école élémentaire et Secondaire. secondaire. Ouais, secondaire. Ok. Ouais, secondaire, j'ai enseigné pendant, comme vous dites, à 20 ans pendant l'école secondaire, pendant 20 ans. Et puis. Qu'est-ce que vous dispensiez comme cours? Alors, pendant toutes ces années, j'ai enseigné plusieurs disciplines, plusieurs leçons. J'ai enseigné le français, le latin, le web design, graphic design, tout ce qui est informatique. J'ai aussi enseigné, coaché, pardon, le basketball dans les écoles secondaires pendant toutes ces années. Et là, j'enseigne aussi à temps partiel, en ce moment même, dans une école technique, une université technique de 2 ans, toujours aussi l'informatique. Très bien. Alors, vous êtes également acteur et artiste en même temps. Vous Ouais, avez beaucoup de talent. Hein? Exactement, exactement. Acteur et artiste, parce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais tout jeune. Et l'idée m'est venue en tête de aussi m'y mettre. Mais comme on a grandi dans un pays où les parents, au Congo, quand on grandissait, les parents ne prenaient que les études. Donc, du coup, être artiste ou être acteur, c'était pas bien vu. Mais comme c'était toujours non seulement un talent, mais une passion, quand je suis venu ici aux États-Unis, je me suis décidé de m'y mettre avec le cinéma africain d'abord, le Nollywood, des frères nigérians. Donc aujourd'hui, j'ai fait plus de 25 films avec les Nigériens, les Ghanéens, ici aux États-Unis, qu'on appelle Nollywood America, qui sont diffusés au Nigeria, au Ghana. J'ai fait plus de 25 films déjà avec eux. Donc les Ghanéens, les Nigériens, quand ils me voient, ils me reconnaissent en tant qu'acteur, pas en tant que journaliste. Voilà. Vous revenez du Ghana d'ailleurs? Oui, là d'ailleurs, je reviens du Ghana où je suis allé travailler pour commencer mes émissions en anglais. Ok, ok. Mais vous êtes aussi producteur. Oui, exactement. Je suis aussi producteur et chef d'entreprise. Mon entreprise M2 Production, qui aussi totalise à peu près 25 ans ici aux États-Unis. Je produis, je réalise, j'ai un studio audiovisuel, j'ai produit des émissions, d'autres collègues, d'autres journalistes qui veulent être, que leurs émissions soient filmées, éditées, et on fait aussi la promotion de leurs émissions et des artistes. Et donc j'ai toujours fait ça pendant les 25 dernières années. Ok. Alors je disais au début que vous êtes journaliste à la Voix de l'Amérique. Oui. Ouais. La Voix de l'Amérique, c'est l'État américain. Ouais. C'est votre employeur. Ouais. Alors, vous êtes... comment vous avez intégré ce milieu-là? Je signale quand même que vous avez fait 32 ans ici aux États-Unis. Donc, vous êtes devenu ici, vous étiez tout jeune. Alors, votre intégration dans ce pays, comment ça s'est passé, vos débuts? Oui, début, ça c'est une très bonne question. D'abord, je tiens à signaler ici que tout ce que je dis ici, tout ce que je vais dire ici, de tout ce qu'on va parler ici, ne représente pas la Voix de l'Amérique, mon employé, le gouvernement américain, ne représente que moi en tant que personne, Roger Moutou. Tout ce que je vais dire, un originaire du Congo, Kinshasa. Et donc, tout ce que je vais dire ici n'aura rien à représenter à la Voix de l'Amérique. Donc, s'il y a quelque chose à dire, dites, c'est Roger Moutou qui le dit.
L'intégration ici, ça a été facile, vous savez, Magique. Vous avez des enfants américains ici, chez vous. L'intégration ici, quand vous venez trop jeune, c'est vraiment facile, quoi. Ça arrive vite et vous intégrez dans cette société, une communauté. Vous avez à peu près quel âge? 16 ans, 17 ans? Je vais à peu près 17 ans. Mhm. Ouais, et j'étais trop jeune. Donc vous avez étudié ici? Ouais, donc j'ai étudié chez moi d'abord à l'école secondaire, mais je suis venu, j'ai fini ici, voilà, exactement, pour suivre mes études ici, et finir ici aux États-Unis, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'étais trop jeune, et le temps de m'habituer, j'étais à New York et tout ça, bon, donc les bavures Mais ça n'arrive pas souvent, hein, les Congolais qui viennent à l'étranger et se lancent aux études, ça n'arrive vraiment pas. Exactement, ça n'arrive tellement pas, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous êtes parmi les exceptions quand même. Oui, je pense que ça s'est fait? Je pense que ça vient de nos parents. Yeah. Ça vient de nos parents. Je Ouais. pense que ça ne vient pas de nous. Et si j'avais des parents qui ne pensaient pas que les études étaient importantes, je n'allais pas me lancer dans les études. J'allais juste venir me lancer peut-être dans un business ou suivre le chemin ou me lancer dans la drogue, je sais pas moi, ou seulement... Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune Congolais qui veut venir aux États-Unis, parce que les États-Unis lancent un concours, je veux dire, loterie, la loterie DV Loterie. Il y a plusieurs jeunes qui jouent à ce DV Loterie pour tenter de venir en Amérique. Alors, qu'est-ce que vous direz à ce jeune garçon qui aimerait un jour venir s'installer aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? D'abord, je veux leur dire que les États-Unis, c'est... c'est l'Eldorado. Aujourd'hui, c'est mon pays d'adoption. Yeah. J'adore les États-Unis. Vous êtes plus américain que congolais? Je ne pense pas, je ne dirais pas ça. Je suis les deux. Je suis congolais, je suis américain. Je dis toujours, moi, que le Congo, c'est là où mon cœur réside. Les États-Unis, c'est là où votre corps. C'est la maison. C'est votre corps. Ouais, c'est la maison, voilà. C'est vraiment la maison. It's home, comme on dit, c'est la maison. Yeah. Mais au Congo, c'est là où notre cœur réside. Hein. C'est Motolo Nango Bakunda au Congo. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, j'adore mon pays d'adoption, les États-Unis, comme j'adore le Congo. Ça, je peux le dire. Comme je dis, ce pays m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, il ne faut quand même pas être ingrat. Donc, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui veulent émigrer, qui veulent venir aux États-Unis, je leur dis, si c'est leur volonté, s'ils veulent bien, c'est pas tout le monde non plus qui veut venir ici aux États-Unis, mais ceux-là qui veulent venir, je leur conseillerais de suivre le chemin, de suivre le règlement de ce pays, de s'informer auprès des ambassades américaines chez eux, dans leur pays, à Kinshasa, au Congo par exemple, avoir des informations sur ce pays, connaître la culture américaine et respecter, vous savez ce qu'on dit chez nous au Congo, en Lingala, donc vraiment de s'informer pour s'intégrer facilement, pour que l'intégration soit facile. Et les Américains, c'est un peuple très cool, très facile. Donc apprenez leur langue. Si vous montrez que vous avez appris leur langue, que vous avez appris leur culture, l'intégration sera très facile. Et le rêve américain existe-t-il réellement? Très bonne question, Magique. Très bonne question. Le rêve américain existe. Parce que ce pays vous donne l'opportunité de devenir ce que vous voulez. Regardez-moi aujourd'hui, un Roger Montou, qui n'était peut-être rien, qui était un petit Congolais qui venait ici dans ce pays pour faire ses études. Mais aujourd'hui, je suis suivi, écouté par plus de 300 millions de personnes, d'auditeurs, par jour, partout dans le monde. C'est pas moi, c'est ce pays qui a fait de moi. C'est ce que moi j'appelle le rêve américain. Exactement. C'est ce que moi j'appelle le rêve américain. On en a plein. On a des professeurs d'université qui sont venus du Congo. On a des businessmen congolais qui sont ici aux États-Unis, qui te font beaucoup d'argent, qui ont réussi dans ce pays. On a les Dikembe Mutombo, les Mbenga, Alors, on va dire comme ça que vous avez plus de chances de palper ce rêve américain si vous venez plus jeune que si vous venez plus... Non. Pas le oui. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ce que j'ai dit... C'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, Magique. Je dis toujours aux gens qui viennent ici, tu arrives ici, maman, tu as 50 ans, 60 ans, dans 2 jours, ça c'est le seul pays au monde où moi je crois, dans 2 jours, tu peux devenir le plus riche de ce monde. C'est ce pays qui te donne cette opportunité-là. Ce sont tes idées. Et la discrimination n'existe pas, on va dire comme ça. La discrimination existe, comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde. Seulement,
Seulement, avec mon expérience, encore une fois, je ne parle que de moi-même, ça ne va pas. Seulement, les lois sont fortes et les lois existent et des organisations qui vous protègent en tant que telles existent. Et donc la discrimination existe. Moi j'ai eu la discrimination plusieurs fois dans ma vie, dans ce pays, ici aux États-Unis. Mais les lois existent et donc les lois te protègent en tant que telles. Donc c'est ça. Donc c'est pas un pays non plus parfait. Je ne veux pas ici peindre les États-Unis comme un pays parfait, pas du tout. Mais vraiment, ces opportunités, quand tu vois que la loi te protège, tu te sens satisfait. Alors on revient dans le milieu du journalisme. Comment vous voyez le journalisme ici, en Amérique, qu'en Afrique, je veux dire déjà que vous avez parcouru presque toute l'Afrique. Oui. C'était pour installer la voix de l'Amérique un peu partout, dans tous les coins et recoins de l'Afrique. Vous avez au moins une idée générale de ce milieu professionnel. Oui. Alors dites-moi, quelle est la différence que vous faites entre le journalisme en Afrique et le journalisme ici en Amérique, sur le point de vue paiement, sur le point de vue brebis galeuse, sur le point de vue existence de est-ce que les compétences, est-ce que les compétences qui existent, c'est vrai, il y a des compétences, mais est-ce que on les met en application exactement? Est-ce que l'État veille à ce que le journalisme fasse bien son travail? Dites-moi un peu, faites un peu ces différences à travers l'Afrique, parce que c'est toute l'Afrique qui te suit. Tu n'es vraiment pas congolais, on ne te confisque pas, tu es déjà international, c'est toute l'Afrique qui te connaît, c'est tout le monde qui te suit. Faites-nous un peu, essayez de reparler un peu le journaliste africain et le journaliste américain. C'est quoi la différence? Alors, déjà, Magic, ce que nous on fait, je sais pas comment on t'appelle maintenant, Magique ou Julie? Magique. D'accord, tu as gardé ton nom, hein, il faut qu'on soit... Parce que moi je connais mon ami avec tous ces noms-là, donc j'aimerais respecter Magique. Alors, Magique, déjà, il faut dire que le boulot qu'on exerce, c'est un boulot noble. On appelle ça le quatrième pouvoir. C'est un boulot noble, un boulot respectable. Et du coup, moi j'ai beaucoup de respect pour mes collègues journalistes partout où ils se trouvent dans le monde. Partout en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Donc c'est un boulot vraiment qu'on respecte, qu'on aime. On fait ça avec passion, comme Magique tu le fais d'ailleurs. C'est pourquoi moi je t'apprécie. Je t'ai dit, j'ai toujours suivi tes émissions et je le sens quand je te vois parler dans ces émissions. Donc du coup, il y a une très grande différence dans le sens où quand je voyage dans plusieurs pays africains où je vais, où je rencontre les collègues journalistes avec qui je parle, je discute. Et moi, j'ai jamais exercé le journalisme en Afrique. Hein. J'ai peut-être pas eu cette chance-là. Vous êtes venu ici à 17 ans. Exactement. Donc, j'ai pas eu vraiment la chance d'exercer ça en Afrique. Et du coup, j'ai commencé à exercer ça ici aux États-Unis, dans mon pays d'adoption, où je suis beaucoup respecté dans mon domaine. J'ai toutes ces opportunités qui me sont... j'ai cette liberté-là d'expression. J'ai cette liberté-là de balancer les news, de vraiment faire le journalisme, de faire ce qu'on appelle chez nous être au milieu du village quand on fait ce métier-là. C'est comme ça que moi j'ai appris ça. Qu'est-ce que vous déplorez? Donc les collègues que je rencontre, Magique, par exemple, en Afrique, ces journalistes que je rencontre en Afrique, quand ils me parlent de leurs problèmes, c'est écœurant. Dans plusieurs pays africains, c'est écœurant de voir que ce métier noble qu'on respecte ici aux États-Unis n'est pas aussi respecté dans d'autres pays. Cette liberté d'expression, cette liberté des presses qui n'est pas non plus respectée, où les collègues sont arrêtés, torturés, tués, mal payés, qui souffrent juste parce qu'ils essaient d'exercer leur métier qu'ils aiment et parce qu'ils essayent d'être impartiels. Et tout ça, ça leur cause beaucoup de problèmes. Tués jusqu'à ce point-là. Et donc c'est difficile. Moi-même j'ai connu ce problème quand j'ai voyagé dans certains pays africains où on m'a refusé d'exercer mon travail. Mais j'ai seulement eu la chance parce que je suis américain et du coup j'ai été protégé, je devais rentrer chez moi. Mais tu sens qu'il y a dans plusieurs pays... Donc c'est-à-dire le journaliste africain travaille sous pression. Travaille sous pression et underpaid, donc moins payé. Hein. Sous-payé. Sous-payé, merci, sous-payé. Parce que je n'ai rien, moi, d'envier de qui que ce soit, parce que le salaire que moi je reçois en tant que journaliste me permet de vivre confortablement, si pas plus confortable, ici aux États-Unis. Et donc quand tu entends un collègue qui te dit combien on paye ce collègue-là, c'est quand même écœurant.
parce que nous sommes tous, je ne suis pas meilleur journaliste qu'ils sont, nous exerçons exactement le même boulot, seulement dans des coins différents du monde. Donc je pense que c'est un appel aux gouvernants, à ceux-là qui ont... Mais le fait aussi que les chefs d'entreprise sont des politiciens, précisément au Congo, les entreprises de presse appartiennent aux politiciens, ça influence un peu de manière négative le travail du journaliste, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Ça je suis d'accord, parce que quand on voit que ceux-là qui détiennent ce business-là sont attachés beaucoup plus aux gouvernants, au gouvernement, ça rend la chose plus difficile. Ça rend vraiment la chose difficile aux journalistes d'exercer bien leur boulot. Parce que quand les journalistes me disent, quand je voyage, et vous savez, j'ai une petite histoire pour la petite anecdote où je suis allé interviewer un monsieur. Je suis dans une ville en Afrique. Je suis allé interviewer un monsieur, je finis, le monsieur me donne $50. Il me dit, voilà, ça c'est pour ton transport. Moi je dis, non, je n'ai pas besoin de ça, mon transport, pas du tout. J'ai mon transport, j'ai ma voiture qui m'attend dehors. Il était complètement étonné. Parce que le pauvre, je le comprends, il voulait me dire que c'est comme ça que ça se passe ici. Donc quand tu es venu m'interviewer, donc tu es affamé, tu n'as pas de transport. Et cela influence le travail du journaliste. Le travail du journaliste, Magic, comme tu le sais, parce que là maintenant du coup, quand je vais me mettre devant mon ordinateur avec mon réalisateur pour faire le montage, et le monsieur a dit quelque chose que je vois, non, je vais dire, ne fais pas ça parce que ça ne va pas bien montrer l'image de ce monsieur-là. Donc on veut montrer maintenant le côté positif de ce monsieur-là, au lieu de vraiment faire notre boulot de journaliste. Parce que notre boulot non plus n'est pas seulement d'accuser, de salir la personne, ou de blanchir la personne, ou de le glorifier non plus. C'est question de balancer, d'objectivité, de prendre cette nouvelle-là. C'est quoi la nouvelle? Quand je viens de faire mon interview, c'est quoi la nouvelle dans tout ça? Parce que quand le monsieur est en train de se glorifier, c'est plus du journalisme du coup. Donc je suis venu chercher mes $50 et je rentre chez moi. Donc j'ai remis les $50 au monsieur, j'ai dit non, ça c'est bon. J'ai mon salaire. Alors, quelles sont les pistes de solutions justement pour que le journalisme revienne à sa place au Congo? On prend le cas du Congo. On prend le cas du Congo, c'est d'abord que le gouvernement respecte, d'après ce que la Constitution demande, cette liberté de presse. Cette liberté des presses magiques, c'est très important. Je ne dis pas non plus que les journalistes sont sains, parce qu'il y a ces journalistes-là non plus qui ne sont pas sains, qui viennent seulement pour taper sur des gens. Non, c'est pas ça non plus. Non. La question, c'est la liberté de presse, la liberté d'expression, l'idée de balancer les nouvelles. Si Magic a dit quelque chose que Amin Maloufou n'a pas aimé, si Magic a dit quelque chose qu'Amin Maloufou n'a pas aimé, ben écoute, Amin Maloufou a le droit de réponse. Donc je dois balancer mes nouvelles. Je dois essayer, si je suis en train d'interviewer Magic sur un problème qu'il y avait avec Amin, et du coup, moi je dois déjà défendre, prendre la place d'Amin parce qu'Amin n'est pas là. À moins qu'Amin, ça c'est juste un exemple que je suis en train de te donner. Si j'ai les deux sur mon plateau, ben, tant mieux, c'est super. Là, mais si je ne l'ai pas, du coup je ne te laisse pas ici en train de taper sur Amin sans jouer l'avocat du diable, le contrepoids, exactement. Donc c'est comme ça que moi j'ai étudié le journalisme ici. C'est comme ça que moi je pense que ça doit se faire. Il y a des collègues qui pensent différemment, mais tant mieux. Mais en tout cas, je pense que ce boulot est un boulot noble qu'on doit respecter. Mais juste pour répondre encore une fois à ta question, Magic, est-ce que le gouvernement doit laisser les journalistes exercer leur travail en toute liberté? En toute liberté, en tout cas en toute liberté. En toute liberté. Si la Constitution, ou quelque part, ça dit que voilà, le journalisme a fait, il y a eu une diffamation, blablabla, c'est pour ça qu'il y a un état de droit, une justice. Si Roger Monteau a dit quelque chose que je n'avais pas aimé, et que la justice demande à ce que Roger se présente devant la cour, devant la justice, il soit rétabli de ce droit. C'est exactement comment ça se passe. Et moi, je prends mon avocat, on se défend. Si je suis coupable, je vais en prison, ou je fais le temps quand je paye mes amendes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça doit être respecté. C'est pas seulement prendre des journalistes comme des minables. Non, pas du tout. Et ils doivent être, Magic, bien rémunérés. Ils doivent être... J'entends par exemple au Congo, on est en train de parler de salaire des gens, de soldats. Voilà, maintenant on parle aussi de professeurs, des enseignants. Qui doivent être vus en once. À un moment, on doit aussi se mettre sur la table
et parler des journalistes. Ok. Voilà, Ok. ça serait déjà aussi un bon début. Les journalistes, combien ils doivent toucher au minimum? Commençons par là. Ici aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle, nous, le minimum wage, Bien. le salaire de commencement. Voilà. Si nous tous on est d'accord qu'un journaliste doit être payé 10 $ par heure, c'est ce qu'on doit respecter. Si c'est Par heure. par Ça n'existe pas. Si ça, voilà. Ça n'existe pas. au Je Congo. dis, voilà. Mais voilà, on va tourner la page du journalisme. Vous Ouais. avez plusieurs casquettes. Vous êtes également enseignant. Oui. Et depuis que le président Tshisekedi est au pays, Mhm. est au pouvoir, Mhm. le fils de Tshisekedi que vous avez eu à recevoir une fois, Oui. le père, Oui. son fils est devenu président, je ne vous informe pas. Oui. Ça va faire un an. Un an. Le mois prochain, de l'exercice de son pouvoir. Déjà, il a mis en place la gratuité de l'enseignement de base. Mais cette gratuité pose quand même problème, ça vacille un peu parce qu'il faut prendre, parce qu'il doit mettre en place les capacités d'accueil. Puisqu'il y a gratuité, c'est-à-dire il y aura plus de enfants qui vont aller à l'école et il n'y a pas de capacité d'accueil. L'État n'a pas beaucoup d'écoles, etc. Il faut prendre les enseignants en charge. Il faut également prendre l'administration en charge, les matériels didactiques, etc. Ça demande énormément du financement. La France a accepté de financer. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être appel de bailleurs de fonds. Mais qu'est-ce que l'État lui-même, en tant que responsable, doit faire pour que cette mise en place soit pérennisée, on va dire. Comparativement, je vous pose cette question parce que vous êtes enseignant, vous avez au moins une idée. Parce qu'ici, la gratuité existe depuis plusieurs années, je dirais peut-être des siècles. Des siècles, plus de Alors, 200 ans. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Très bonne question, Magique. Et surtout, comme vous venez de le dire, je suis enseignant de profession, j'exerce ce boulot, je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, même en étant journaliste international. Je compatis avec mes collègues enseignants ou professeurs. Là aussi, c'est un boulot noble aussi d'enseigner, parce que sans ces enseignants, nous, on ne serait pas journalistes aujourd'hui. D'accord, je commence par là. Je pense que la gratuité de l'enseignement, en anglais, on dit « it's overdue ». « It's overdue », c'est que ça a pris beaucoup de temps, ça devait déjà exister. C'est dans la constitution du Congo déjà depuis toutes ces années. Donc, je pense que ce gouvernement actuel, le gouvernement Tshisekedi, en appliquant cela, déjà, c'est quelque chose, moi, personnellement, je ne parle que de moi, que j'applaudis. Moi, j'applaudis déjà parce que c'est overdue, comme je viens de le dire. Mais non, est-ce que c'était le moment? Est-ce que tout était requis pour faire ça? Peut-être pas. Okay? On peut se mettre sur la table, on peut ne pas être d'accord. Vous pensez que c'était fait dans la précipitation? Je ne pense pas. J'ai dit certains peuvent donner comme argument que c'était fait dans la précipitation, qu'il ne fallait pas le faire maintenant. Mais moi, encore une fois, je ne parle que, personnellement, je ne parle pas à sa défense ou à la défense de ce gouvernement. Magique. On doit commencer. Aujourd'hui, Magic Wawin a commencé son émission ici aux États-Unis. Elle a décidé de commencer son émission. Elle n'a pas voulu attendre quoi que ce soit. Je n'attends pas que voilà, ça. Magic commence avec son émission sur YouTube, que vous pouvez tout suivre avec ses moyens de bord. Elle se débrouille. Une grande journaliste comme Magic Wawina qui n'a pas voulu attendre. Tu vois, raisonnons un peu dans ce sens-là. Tu n'as pas attendu de dire, j'aurai 4, 5, 10 caméras, 4 lumières, je serai dans un studio, je ne sais pas moi, de luxe, je vais attendre. Non, tu t'es décidé, Magique, de commencer ton émission maintenant. Dieu sait ce que cette émission sera demain. Et ça, ce n'est que le début. Donc, du coup, il faut qu'on se retienne un peu. On a pleuré, on a dit ceci, on a dit cela. Ça, c'est un début. Quand quelqu'un part déjà, moi, en tant que Congolais d'origine, mon pays d'origine, quand j'ai entendu ce monsieur, le président congolais, pendant la campagne dire « je vais instaurer la gratuité de l'enseignement », je me disais je vais voir comment vous allez faire ça, messieurs. Et j'attendais ça. Quand il a commencé, il a été investi en tant que président, je n'attendais que ça. Je me disais moi-même, ça je le dis, je te confie, je me disais, c'est tout ce que j'attends, parce que j'aurais entendu quand il avait dit ça. J'attends de voir comment il va faire ça, ou si même il va faire ça. Waouh, j'étais impressionné d'entendre qu'il avait dit, ouais, gratuité de l'enseignement, mais non. Mais non. Mais soyons d'accord, pardon, Magique. Soyons d'accord que ça vient avec des prix. Ça, c'est un pays
Tu viens de le dire, les États-Unis, ça existe pendant des siècles. Mais, mon ami, permets-moi de t'appeler ma chérie. Cela n'a pas été facile non plus pour ce pays. Il ne faut pas qu'on se... faut pas penser que ça a commencé du coup et tout était perfect. Okay. Comme on dit. Mais quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour que ça soit pérennisé, ce mécanisme, cette gratuité. Ce mécanisme, on n'a pas le temps de chercher gauche-droite. Money, 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 money. We need money. On a besoin d'argent. Oui, maintenant, il y a gratuité d'enseignement. Moi, j'ai parlé avec des parents dans mes émissions qui sont au Congo, qui ont appelé dans mon émission pour dire combien ils étaient contents de voir que... Moi, j'ai des parents qui m'ont appelé dans mes émissions en direct. Je fais des émissions en direct sur ça. Ils m'ont dit, Roger, mais nous sommes contents, tu n'as aucune idée. C'est la première fois que j'amène mes enfants à l'école où je ne paye rien. Priceless. Il n'y a pas de prix quand les parents te parlent ainsi. Maintenant, comme je disais au début, en tant qu'enseignant, je compatis aussi avec mes collègues enseignants. Maintenant, on doit chercher à voir comment aussi que ces enseignants-là, dans le temps, les enseignants étaient logés, ils étaient payés, ils avaient tout ça. On doit maintenant trouver la solution pour mettre ces enseignants aussi. Mais oui, justement, c'est quoi la solution que vous proposez? La solution, encore une fois, c'est l'argent. C'est l'argent. Et ce pays magique, comme toi et moi, tu le sais, ce pays a beaucoup d'argent, regorge beaucoup d'argent. C'est la suite maintenant. Le Congo. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que, oui, monsieur. Mais comment mobiliser les fonds, justement? Mais non, là, vous posez la question à quelqu'un qui n'est pas président de ce pays-là. C'est pas moi de répondre à cette question. C'est ce gouvernement-là de répondre à cette question. Ce sont des questions qu'on doit poser à Tshisekedi maintenant. C'est questions de poser au ministère de l'enseignement primaire et secondaire de répondre à cette question. Oui, vous avez déjà entamé ça, mais comment maintenant? Et concrètement, comment ça se passe ici? Les élèves viennent à l'école sans rien payer. Les matériels didactiques gratuits. Exactement. Tout est gratuit. Ils mangent même à l'école. Le transport est assuré gratuitement. Alors, il n'y a rien, il n'y a aucune contribution quelque part pour que cette histoire puisse fonctionner correctement, puisse marcher correctement. Très bonne question. Il y a quelqu'un qui avait dit d'abord, il ne faut pas comparer un pays comme les États-Unis. Oui, justement, mais la comparaison n'est pas du tout raison. N'est pas du tout raison, c'est vrai. Mais soyons d'accord, ce pays, je dis ça pas parce que les États-Unis c'est un pays riche ou quoi que ce soit, non. Parce que la façon dont ce pays fonctionne est complètement différente, Magic Wawina. Ce pays fonctionne comme un continent. Chaque État est fédéral, donc a ses lois et ses règlements, ok? Et donc fonctionne comme un pays, si je dois le dire ainsi. Donc, ce pays, non seulement le gouvernement a un grand budget pour l'éducation, d'abord le pays fédéral, d'abord, et les gouvernements locaux de chaque État a aussi son département d'éducation, où il y a aussi un budget allocated par le gouvernement fédéral. Mais maintenant, il y a aussi des riches dans ce pays qui sont des donneurs de fonds. Un Magic Wawina qui est milliardaire, qui se décide, moi, chaque année, je mets $1 milliard, ou 1 million, ou 2 millions, 300 millions. Et ce Richard est exempté de taxes. Exactement, exactement. Exempté des taxes, à certains avantages. Voilà. Justement pour l'encourager. Pour l'encourager à continuer à prendre un peu de son argent et donner. Donc, ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement non plus. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. C'est pas... Donc, le gouvernement a commencé. Oui. Il a donné un bon budget pour l'enseignement. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont des donneurs, qui donnent dans ce gouvernement. Mais ils ne donnent pas seulement et puis ils oublient. Ils donnent et ils ont... Ils sont regardants. Ah oui, regardons. Qu'est-ce que vous faites avec mon argent? Je veux... Un rundown de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez utilisé ça où? Je veux voir c'est parti où? Vous avez acheté les bancs où? Les ordinateurs sont allés où? Tu vois, il y a du suivi. C'est pas seulement vous donner de l'argent et les gens commencent à se partager cet argent-là de gauche à droite. Alors, vous avez dit que l'État américain ou le gouvernement de chaque state mobilise les fonds, met les paquets pour l'enseignement. Mais justement, comment ce gouvernement mobilise les fonds? Est-ce que seulement en soutirant les impôts? Comment ça se fait? Vous avez quand même fait 32 ans ici. Exactement. Vous avez quand même une idée générale de comment ça se passe ici. Ouais. Comment est-ce que le gouvernement mobilise les fonds pour l'enseignement? Vous avez posé une très bonne question et vous avez répondu à cette question. Nous, en tant que citoyens américains dans ce pays, on paye des taxes. On paye beaucoup de taxes de France plein. Où va cet argent? Plus vous gagnez, plus vous payez. Exactement. Plus on gagne, plus on paye. Ok? Mais on s'est dit, où va cet argent? Mais
Mais nous sommes contents quand tu entends que cet argent est utilisé quelque part. Et ça fait quelque chose de bien. Cet argent de taxes que tu fais, on paye beaucoup d'argent. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays ici. Tu payes des taxes par-ci, par-là. Mais le pays, les gens sont toujours pauvres. Les gens souffrent. Mais tu te demandes cet argent va où? Parce que quand tu calcules, hein, dans un pays de plus de 100 millions de personnes, tu te dis, mais cet argent-là va où? Ici, tu payes taxes. On te dit où cet argent va. Tu vois que les routes sont en train d'être construites. Tu vois, ça c'est pas l'argent qui vient de quelqu'un. Moi, je suis fatigué là de voir dans d'autres pays où je voyage, où on te dit, oh, la route là a été construite par monsieur tel avec son propre argent. Non! Et où est l'argent du contribuable? C'est parti où? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Parce qu'il y a des taxes, les citoyens payent des taxes. Si vous le faites avec votre propre argent, et expliquez-nous où est parti l'argent. Donc cet argent de taxes de contribuables doit servir à quelque chose. Nous, on paye des taxes, on voit que voilà, moi je suis allé à l'université où des gens ont payé avec leurs taxes, ils ont payé mes études, tu vois, ont aidé avec leur... c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a une explication d'où va cet argent du contribuable. Alors, on va dire comme ça que le principal source de revenus de l'État américain, ça provient de taxes. Exactement. Ok. Exactement. Alors, c'est ce que l'État congolais doit faire. Moi, je pense que c'est une très bonne leçon. Et je pense que plusieurs États, non pas seulement l'État congolais, mais je pense que plusieurs États, dans plusieurs pays, ils perçoivent des taxes. Où va cet argent des taxes? Moi, j'étais à Kinshasa, où j'étais dans le marché central, le grand marché, où les mamans se plaignaient, qui payent des taxes chaque fois. Et où va cet argent? Où va cet argent? Que fait cet argent? Je pense que ce qui est clair dans ce pays, peut-être que d'autres pays... Parce que Kinshasa a toute une régie de recettes. Ouais. DGRK, je pense, Ouais. toute une régie de recettes. Alors, DGRK, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Ouais. Avec ces taxes qu'il perçoit. Ouais, voilà. On va dire comme ça que Voilà. l'État congolais doit être regardant sur les taxes. Mm. Parce que ici, c'est le principal source de revenus Exactement. de l'État américain. Ouais. Il ne faut pas négliger cet aspect. Parce Ouais. que on va dire comme ça que c'est vrai, il y a eu des efforts qui se conjuguent, il y a des Mhm. efforts qui se conjuguent déjà Mhm. au pays. Mhm. Le budget congolais est passé de 10 à 11 milliards de dollars. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est pas rien, Comme je disais, mais toujours, c'est plus focalisé sur les régies financières que Ouais. sur les taxes. Mm, mm. Donc par là, vous dites qu'il faut que l'État congolais soit plus regardant sur les taxes, parce qu'ici, c'est le principal source de revenus de l'État américain. Ce qui est bien aussi ici, encore une fois, c'est cette limpidité, si je dois le dire ainsi. Mhm. Donc cet argent de taxes, parce que tu sais, le problème c'est quoi? C'est que les gouvernants sont des travailleurs de la population, du peuple. Nos patrons, les patrons de gouvernants, pardon, les patrons de gouvernants, les patrons de président ou de son gouvernement, c'est le peuple. Donc, quand un gouvernement travaille, moi je pense que ce gouvernement a un devoir d'aller devant le peuple et de donner exactement le breakdown, le breakthrough of comment ça s'est passé. L'argent de taxes, on a fait ça, ça, ça. Ça doit être clair et limpide. Et surtout que les taxes, il faut le soutirer à la source. Ah! Ça, c'est très important. Ça, c'est très important de le dire. Très important de le dire, Mali. Alors, on va pas aller. Vous avez dit que vous avez votre cœur au Ouais. Congo. Ouais. Hein, donc, vous êtes très regardant sur ce qui se passe au Congo, parce que vous avez de la famille là-bas aussi, Exactement. il faut dire. Exactement. Le Congo a un nouveau président. Mhm. Il y a eu, le Congo vit une nouvelle situation politique où il y a deux présidents vivants sur place, l'ancien et le nouveau, parce qu'on va dire depuis depuis que le Congo existe, il y a la malédiction de présidents, des anciens présidents qui meurent toujours, Ouais, ouais. quand ils vont à l'exil et puis Ouais. ils meurent, Ou ils fuient. ils fuient, etc. Ouais. Donc, ce n'était vraiment pas une image positive. Et maintenant que nous avons franchi un pas, je vais dire ça comme ça, nous avons tous les deux présidents ensemble qui sont au pays. La cohabitation, ça vacille un peu, ça titube un peu, on va dire, mais c'est déjà bon, n'est-ce pas? C'est déjà bon. Alors, comment cohabitent les présidents anciens et le nouveau président ici? Déjà, comment s'est fait la cohabitation ici? Est-ce que les anciens présidents s'effacent complètement pour laisser la vedette au nouveau président, ou ils sont toujours sur la scène, et c'est comme on voit avec le président Kabila qui est toujours sur la scène, qui veut toujours se mettre en vedette pendant que l'autre est en train d'exercer son pouvoir? Comment ça se passe ici? Alors ici, aux États-Unis, on a cette structure-là où le président, quand un président, c'est comment ça se passe ici aux États-Unis, quand un président quitte le pouvoir, laisse la place à l'autre, rentre chez lui, dans sa maison ou dans sa ferme,
comme on sait, beaucoup ont des ranchs, ont des fermes, rentrent chez eux. Et ils s'effacent. Je ne dirais pas d'abord pas qu'ils s'effacent, mais d'abord, il y a tous ces avantages qu'ils ont en tant qu'anciens présidents. Donc d'abord, ils ont la sécurité présidentielle à vie, parce qu'ils sont présidents honoraires de ce pays. Donc ils ont la Secret Service, le Secret Service qui est la sécurité présidentielle à vie. Donc jusqu'à ce qu'ils vont mourir, ils ont cette sécurité-là. Pour eux, pour leur famille. Pour eux, pour leur famille, à vie. Ce sont des avantages qu'ils ont d'avoir été président de ce pays. Ils ont aussi d'autres avantages, hein, beaucoup d'autres avantages aussi. Maintenant, s'effacer, ça dépend maintenant. S'effacer politiquement, sur la scène politique. S'effacer politiquement, sur la scène politique, pas tout le monde. On a vu d'autres présidents comme Obama qui se disaient deux fois, et voilà, il va aller voir, comment ça on appelle, George Bush, pour aller demander quelconque conseil ou parler ou se voir. Et voilà, donc quand un autre président dit je vais voir l'autre pour prendre un conseil, on a vu ça. Oui, pour l'expérience, on a vu ça. Mais quand je dis s'effacer politiquement, c'est-à-dire parce que Joseph Kabila a annoncé déjà son retour sur scène, sur la vie politique. Il a annoncé, ça fait quelques semaines, si pas un mois, c'était lors de leur rencontre à Bouela Lodge, au Bas-Congo. Ouais, il a annoncé son retour sur scène. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ici aussi ça se passe comme ça? Est-ce que les anciens présidents sont... C'est vrai que la situation n'est pas du tout pareille. Hein? Ici, il y a les démocrates et les républicains, et ça se limite là. Soit on est démocrate, soit on est républicain, et le fonctionnement n'est pas le même qu'au Congo. Exactement. Mais ce que je veux dire, quand Obama va se renseigner sur l'ancien président, c'est juste pour s'acquérir de son expérience, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe d'ailleurs au pays chez nous. Mais quand je parle du retour sur scène, c'est-à-dire l'ancien président est beaucoup plus visible, beaucoup plus actif, beaucoup plus vedette. Donc il se fait beaucoup plus vedette que le nouveau président. Ça se passe comme ça ici aussi? Non, parce que vous savez, Magic, ex-président, en général d'abord, être président, c'est pas chose facile. D'abord, il ne faut pas qu'on se mette deux fois ici à oublier. Être président, c'est être responsable d'une population, et une grande population de fois. Être président des États-Unis, c'est encore pire. C'est beaucoup de choses être président des États-Unis d'Amérique. Et donc, du coup, ici, un président qui a fait 1 ou 2 mandats maximum, quand il a fini, crois-moi, Magique, il n'a même plus envie de revenir ou de faire la politique. Tout ce qu'il a envie de faire en ce moment-là, c'est passer le temps avec sa famille. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc il n'a même pas ce temps-là. Il a le temps de faire maintenant, d'écrire ses livres, de rester avec ses grands... De faire des conférences. Ça devient un peu un professionnel en la matière. Un motivateur. Quelqu'un qui a exercé ce poste-là comme Bill Clinton, on l'a vu, un mot qui devient un speaker. C'est plus important, c'est plus gratifiant. C'est fini pour lui la politique. Ça, c'est le summum. Être président dans un pays, c'est le summum. Donc, du coup, quand tu as déjà été au summum, tu ne veux pas revenir être quoi non. Ils sont sénateurs à vie aussi ici? Non, ils ne sont pas sénateurs à vie, pas du tout. Ils sont juste citoyens. Ils sont citoyens comme toi et moi. Ils deviennent citoyens comme toi et moi. Mais seulement ils bénéficient d'une haute sécurité. D'une grande sécurité. Ils ont d'habitude leur librairie. Ils construisent toujours une librairie Barack Obama, librairie. Et comme j'ai dit. Ils se mettent à écrire. Voilà, des bouquins. Ils deviennent speakers, deviennent profs d'université. Et voilà quoi. Mais ils n'ont plus le temps de faire. Quand tu es au summum. Parce que. Entre toi et moi, Magique, tu étais président des States, tu deviens sénateur. Qu'est-ce que tu vas donner de plus? Tu as déjà donné le top là-bas. C'est fini. Et donc, du coup, ils ne veulent même plus revenir à ce niveau-là. C'est fini. Ils deviennent des sages, si je dois le dire ainsi. Et ils sont là-bas.
et ils gardent leur place. Ils sont invités, respectés quand il y a des manifestations grandioses dans le pays, par respect, comme c'est un président honoraire. Mais vous venez, parce que vous gardez ce titre de président honoraire, ok? Vous êtes quand même ex-président des États-Unis, vous gardez ce titre de président. Vous êtes respecté as such, tel quel. Voilà. Okay. Et ça, c'est beaucoup plus respectable que de venir dire, voilà, maintenant, je suis commissaire de zone, je sais pas moi, d'un quartier, voilà. Voilà, on est en train de chuter. Ouais. Le président Tshisekedi va totaliser 1 an, je le disais en début d'émission. Mm-hmm. Comment voyez-vous son exercice pendant 1 an? C'est une très bonne question. Moi, je pense que pendant 1 année, et encore une fois, ça n'engage que moi en tant que personne. C'est votre lecture personnelle? Oui, ma lecture personnelle. Je pense que, Magique, la population congolaise, mes frères et sœurs, ont tellement souffert pendant beaucoup d'années. Ça fait mal. Moi, je travaille à la Voix de l'Amérique, ça fait maintenant plus de 10 ans. J'exerce ce journalisme plus de 20 ans. Je reste attaché à mon pays d'origine, la RDC. Les gens souffrent. Les gens ont beaucoup souffert. Les gens continuent à mourir. Chaque jour ici, les gens meurent à Béni. Chaque jour. Même à Kinshasa. Même à Kinshasa. L'insécurité. Moi, j'étais à Kinshasa, je revenais de Kinshasa là maintenant. On me dit de ne pas sortir. De naufrage, de maladie. Il y a l'insécurité, les taximens qui vous amènent par-ci, là-bas, on vous tue. Donc, il y a un moment où on doit se dire, ok, là maintenant, on doit arrêter. On doit arrêter. Parce que on ne peut pas normaliser la chose. Donc, je pense que M. Tshisekedi et son gouvernement, ils ont un grand boulot à faire, un très grand boulot à faire. Il devrait commencer par où, normalement, d'après vous? D'abord, la sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà planté les fondements la sécurité et la paix sont des choses les plus importantes que ce gouvernement doit instaurer. Moi, je pense que, à l'entendre, à voir ce qu'il a accompli, ce qu'il est en train d'accomplir, je pense, en tout cas, qu'il faut, qu'il n'est pas resté bras croisés, ce monsieur. Je pense qu'on a vu, il est venu plusieurs fois ici chez nous aux États-Unis, on l'a vu au département d'État, il vient parler. On sent qu'il y a cette volonté. Ça, il ne faut pas se leurrer. À entendre, on sent qu'il y a cette volonté. Maintenant, le peuple congolais, ok, moi je le dis toujours, tu sais, Magic, toi et moi, on est ici aux États-Unis. La population vraiment qui souffre, c'est chez nous. Ok. Mais non, ils doivent aller, ils sont redevables au peuple congolais. Ok. Surtout qui est là-bas au pays. Donc, le peuple congolais a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Oui, maintenant, il y a 1 année. Qu'est-ce que le président... Est-ce que pour le 1 an, est-ce que lui, est-ce que vous, en tant que... Vous regardez de l'extérieur, de loin, est-ce que vous voyez qu'il a déjà placé les fondements? Est-ce qu'il a déjà planté les décors pour le décollage du pays? Moi, je pense que avec... Ou il est encore en train de tituber? Non, moi, je pense que déjà, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne parle en tant que... Je n'ai jamais vu, moi, personnellement, un président qui a planté un décor en 1 année comme ce que ce gouvernement vient de faire. Je n'ai jamais... C'est beaucoup de choses. Ce pays a traversé, continue à traverser beaucoup de choses. Donc moi, je pense que la volonté est là, on le sent. Les belles paroles sont là. On voit qu'il veut exercer encore plus. On le sent dans ses paroles. Mais seulement c'est ce que j'ai dit. Seulement le peuple congolais a le droit de voir en exécution tous ces problèmes. Parce qu'on ne peut pas continuer à parler, oui, sécurité, on va faire ça, ça, ça. Et chaque jour, malheureusement, on a des rapports de Béni. On a tué 14, on a tué 12. Hier, 5 sont morts. Et, voilà. Donc, je pense que, oui, il peut y avoir une politique qui ne sait pas, ça peut-être que toi et moi, on ne sait pas, mais ça va c'est leur responsabilité, les chefs de l'État et son gouvernement, d'être redevables au peuple, dire exactement c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, comment arrêter ça, c'est à eux de faire ça. Je pense que c'est le droit de cette population-là d'avoir cette information et c'est le devoir de ce gouvernement. Donc je pense que on a entendu la volonté du président, on sent que c'est bien, pendant 1 année, on a vu en tout cas, sérieusement, des choses qu'ils ont essayé d'implémenter, qu'ils essaient d'implémenter pour que ça réussisse, mais je n'ai jamais vu, en tout cas comme je l'ai dit encore une fois, un gouvernement qui avait déjà planté un décor, où il y a quand même un petit début qui est là.
Mais maintenant, comme je dis, il y a des choses qui doivent se faire. La sécurité et la paix, c'est le début de tout. Parce qu'on ne peut pas continuer à parler de gratuité de l'enseignement. Pendant qu'il y a l'insécurité, je pense que ça on va que continuer et demeurer dans l'insécurité. Et le peuple n'est pas... Quand les gens meurent, quand on tue vos enfants chaque jour ici, je ne vois pas comment les gens vont supporter votre démarche. Voilà. Alors, on a parlé, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va vous libérer. Ouais, merci. On pourra revenir peut-être prochainement pour continuer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux vous libérer bientôt, parce que vous avez d'autres charges que vous devez accomplir. Merci déjà de nous avoir fait violence pour être là. Alors, un mot pour finir. Le phénomène combattant existe. Quand on parle de combattants, on voit tous les Congolais de la diaspora qui essayent de mettre, de donner un contrepoids pour que les choses marchent au pays. Le combattant a fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Quelle est la part du combattant pour ce nouveau Congo? Un Congo émergent. En dehors de ce qu'on a déjà vu, oui, c'est vrai, ils sont en train de mobiliser, ils sont en train de se battre dans les réseaux sociaux, etc. Est-ce que le combattant a encore... le combattant, le Congolais de l'étranger, a un devoir vis-à-vis de ce pays pour l'émergence, pour son émergence. Le Congolais de l'étranger que nous sommes, comme tu l'as si bien dit, Magique, nous avons la famille là-bas. Nos familles sont là-bas. Okay? On ne peut pas être ici en train de manger les hamburgers, les chicken, oublier qu'il y a nos soeurs, nos frères qui souffrent au pays. C'est difficile. Donc ce mouvement des combattants, c'est applaudir, ma soeur. Je pense qu'ils ont sonné l'alarme. Pendant toutes ces années, ces gens-là ont sonné l'alarme. Sans eux, sans ces combattants de la diaspora, s'ils n'avaient pas commencé ce mouvement, mais peut-être que personne n'allait écouter, peut-être que personne n'allait entendre. Si aujourd'hui, on a cette alternance ou quoi que ce soit, mais je pense que les combattants ont quelque chose à voir là-dessus. Il ne faut pas l'ignorer. Les gens ont parlé, les gens ont eu marre de voir ce qui se passait chez eux. Pas parce qu'eux, ils avaient envie de rentrer chez eux. Non, 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 non. Les combattants sont bien là où ils sont dans leur pays ou d'adoption. Ils mangent, ils travaillent pour certains. Certains, ils reçoivent l'aide de ce gouvernement. Ils sont des fine, comme on dit, tu vois. Ils n'ont pas besoin d'aller marcher chaque jour. Ils marchent parce que leurs frères et sœurs souffrent dans le pays. Et ça, je dois dire qu'aujourd'hui, si on doit parler, si alternance il y a, s'il y a changement, s'il y a gratuité de trucs, ça, tout ça, ça vient de ce combattant-là. Ou comme tu as bien dit, le Congolais de la diaspora, qui s'est battu pour que cela arrive. Maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la voix du peuple, c'est leur pays d'origine, c'est leur pays, c'est chez eux. Donc, ils ne peuvent pas croiser les bras et dire « Oh, oh, maintenant ça va, maintenant on a Tshisekedi, il est bon, il est chez nous, c'est fini. » Quelle est leur part de responsabilité? Leur part de responsabilité en tant que Congolais, c'est continuer à veiller sur ce que leur pays fait et ce que ce gouvernement ou ce président promet. C'est à eux maintenant de veiller, parce que c'est leur pouvoir, c'est leur pays, c'est leur gouvernement. Donc ils doivent veiller. Ils peuvent également investir au pays. Mais bien sûr, comme ce gouvernement de Tshisekedi a appelé beaucoup de Congolais, plusieurs fois le président Tshisekedi invite les Congolais de la diaspora de revenir pour investir. C'est une bonne chose. Moi, je suis déjà content qu'il invite les Congolais de la diaspora à rentrer investir. Mais qu'est-ce que vous garantissez à ces Congolais-là de la diaspora qui veulent revenir investir? Ils sont nombreux qui veulent revenir. Qu'est-ce que vous garantissez à ces gens-là? Que ces gens-là, s'ils amènent leur argent, que tout sera bien. Moi, j'ai entendu des histoires où les gens sont rentrés pour investir, hop, rien n'a marché. Et ils arrivent là-bas, ça ne marche pas. Mais non, il faut aussi leur donner une certaine garantie que quand ils viennent pour faire une compagnie d'aviation, il y a une certaine garantie. Et comme ça, ils vont revenir et investir en paix chez eux parce qu'ils veulent revenir. Il faut leur donner une certaine garantie. Je pense que c'est ça. Mais je pense aussi, Magique, pour finir un peu, je pense que le Congo passe de moments difficiles. Nous, en tant que journalistes, comme on a un grand devoir. Les gens, il y a des gens, même de la diaspora et partout dans le monde, le Congolais, quand ils suivent nos émissions, ce qu'on parle, ils souffrent, ils ont mal au cœur d'après ce qui se passe chez eux. Donc on doit essayer d'éviter le sensationnalisme. Tu vois, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un game. Les gens sont en train de mourir. Donc on ne peut pas être là en train de faire des émissions ou des titres pour créer un buzz. Ce n'est pas un jeu.
Tu vois, ces gens-là sont là pour travailler pour le gouvernement congolais. Ils sont redevables au peuple congolais. Et nous, en tant que journalistes, on doit savoir balancer les choses et dire les choses telles quelles. Pas pour créer le sensationnalisme, pour qu'on puisse suivre Roger Montou ou qu'on puisse suivre Magic Wamina. Non, on doit être précis dans le boulot qu'on fait. Sinon, si on crée le sensationnalisme, il y a des gens, maintenant je ne sais pas, Magic, qui sont en train de mourir avec des crises cardiaques, AVC, à cause de ce que Magic ou Roger ont mis comme titre ou on dit. Tu vois, comme pour créer un buzz. Donc il faut vraiment qu'on évite cela. Ok, j'en ai la fin. Je vais vous libérer. Merci Magic, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège encore une fois d'être ici. Mais j'ai gardé une question. Oh my God. Une dernière. Comment faites-vous pour demeurer aussi humble? Je vous connais, ça va faire 5 ans maintenant, mais vous demeurez la même personne qu'au début, alors que vous êtes un grand monsieur dans ce pays. S'il faut compter sur les Congolais de l'étranger, il faut également compter sur Roger Montou. Mais comment faites-vous? Comment faites-vous pour demeurer aussi humble? Merci beaucoup, Magic. Vous savez, moi je pense que ça va toujours de comment on a été élevé, comment on a grandi, et comment Dieu, et connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, tout est vanité. Quand on connaît Dieu, tout est vanité. Quand on connaît Dieu, rien n'est important dans la vie. Vous savez, moi je suis très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Comme je te disais, ce que je suis devenu aujourd'hui, je dis merci à Dieu. C'est vrai. Et il ne faut pas non plus se minimiser, se rabaisser parce que Dieu n'aime pas ça non plus. Je suis trop fier de ce que je suis devenu aujourd'hui, ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui, ce que je représente aujourd'hui. Mais je me dis toujours, je ne représente pas ça seulement pour moi-même. C'est un pays que je respecte, que je représente. Quand je voyage dans plusieurs pays africains ou dans le monde, on me reconnaît comme un Américain d'origine congolaise. Ça, je ne peux pas m'enlever ça. C'est un peuple que je représente, c'est un continent que je représente, c'est une famille, ce sont des amis comme Magic, comme Amine que je représente. Donc je dois bien représenter ces gens-là. Donc it's not about me, comme on aime le dire. C'est pas à propos de Roger Montou, c'est à propos de tout un peuple, toute une communauté. On est vendre une bonne image du pays. Voilà, et de tes amis, et de ta famille et tout ça, parce qu'on est on the spot, on est là. Donc du coup, si toi tu entends Magic, que Roger Montou, on l'a arrêté hier, il a volé, ça va te faire mal, parce que Roger c'est un ami. Tu vas te dire, mais c'est pas Roger, c'est pas possible. Tu vois, et on dira les Congolais sont voleurs. On dira les Congolais aussi sont voleurs. Voilà, les Banouba de la tribu que je viens là sont voleurs. Mon louba exceptionnel. Voilà qui... Magic, donc c'est un peu ça, c'est connaître Dieu, respecter Dieu, respecter sa population et surtout l'amour. Nous les Congolais, Magic, j'ai fini avec cette phrase-là, on a besoin de l'amour, on a besoin de s'aimer. Il y a trop de haine, il y a trop de haine entre nous, on a cultivé, et c'est ce qui fait la différence entre nous. Aujourd'hui, on parle d'autres peuples, les Rwandais, les Maliens, ces gens-là sont ensemble. Mais nous, on nous divise pour qu'eux puissent régner. Il faut qu'on fasse attention. C'est ça un message. On oublie qu'on doit être ensemble pour qu'on ne divise pas, pour qu'eux ne viennent pas régner. Mais on nous divise. Aujourd'hui, on représente des tribus, des personnes. Moi, je suis tshisekediste, moi, je suis katouiste, moi, je suis fayouliste, moi, je suis mpanguiste, moi, je suis, je sais pas moi, taliban. Qu'on nous divise pour qu'elles puissent régner. Et ça, c'est une honte. C'est un danger. Moi, je pense que c'est arrangé et ils sont en train de s'excider et réussissent parce qu'ils nous divisent. Il est temps qu'on puisse s'aimer en tant que Congolais, d'où nous venons, se mettre ensemble pour que ce pays, pour que nos gens ne puissent plus souffrir. Regardez ensemble, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire pour que notre peuple soit... Et qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Il y a aussi la part de responsabilité de tout un chacun. Qu'est-ce que moi je dois faire là où je suis? À mon niveau, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois balayer devant chez moi pour que le voisin aussi voit, ah, l'autre doit balayer, moi aussi je dois balayer. C'est ça, donc qu'on puisse s'aimer. Chacun a une part de responsabilité pour la mettre sur l'édifice. Mettre sur l'édifice. Moi, je dois aimer Magic comme Magic même. Et l'amour va être là. Si moi je déteste Magic, et Nabani Otonga Magic, Magic Payoki, on est divisé. Et Mongunaye. Ok. Merci beaucoup. Merci Magic. C'était un plaisir. Un honneur. Oui, vraiment. Un honneur pour moi aussi. Mais pareillement. Merci. Et merci à tout le monde qui nous a suivis, à toute votre audience Magic. Moi, j'encourage Magic et comme je disais au début, un journaliste que je respecte, une journaliste que je respecte beaucoup pendant plusieurs années. Merci. Et vraiment, nous sommes là pour appuyer tout ce que tu es en train de faire. Je pense que ça va qu'augmenter. Ok. Merci à vous aussi de nous avoir prêté votre temps, votre attention pour suivre cet entretien qui reviendra toutes les semaines, le samedi prochain, avec un autre invité, avec d'autres matières. Restez avec nous sur Magic Wawina TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.
Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Warrior TV.